Et bonjour à vous, donc aujourd'hui Cult and Lib, spécial, mais en même temps toutes les vidéos qui sortent actuellement sont spéciales, bizarrement. Donc en compagnie de l'ami René, bonsoir René, ou bonjour pour les autres. Bonsoir. Donc émission critique et analyse sur Fallout. Fallout, la série sortie dernièrement, elle est sortie quand Elle est sortie là, le 10 avril. Ah, c'est ça, 10 avril. Je crois que c'était le 10 ou le 11, oui. Ouais, le 10 avril. Donc c'est une série basée sur une licence à succès de jeux vidéo. Alors moi personnellement je n'avais fait que le 1. Vite fait le 2. Vite fait New Vegas. Voilà. Mais je n'avais jamais trop exploré vraiment à fond l'univers comme j'ai pu le faire avec les Elder Scrolls. Bien que je connaisse les références. Voilà, je connais les références, etc. Il n'y a pas de souci. Même de New Vegas, j'ai été assez loin pour comprendre un peu les petites références qu'il y avait dans la série par moment. Donc ça m'a pas trop dérangé. Toi, est-ce que tu as fait les jeux? Alors moi, je suis un gros piqué Fallout. D'accord. Mais alors, voilà. J'ai joué... Alors, j'ai d'abord joué au 3. C'est avec le 3 que j'ai découvert Fallout. J'ai joué énormément aussi à New Vegas. Après, j'ai découvert le 2. Par en fait, tout simplement, amour du jeu, je suis allé creuser sur le 2. Auquel j'ai pas plus accroché que ça, parce que le côté isométrique, ça me rappelait trop l'époque Diablo 2, etc. Et je trouvais Moi que ça j'aime avait bien. un peu vieilli. J'ai beaucoup joué à Diablo 2, hein, mais voilà, je trouvais que ça avait un peu vieilli. Et Fallout 4, qui est pourtant très décrié. Ce jeu, je l'ai poncé en long, en large et en travers, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que j'ai passé beaucoup trop de temps sur Fallout 4 et puis aussi sur Fallout New Vegas, hein, dans une certaine mesure. D'accord. Donc voilà, donc la série elle est basée sur ça. Alors moi quand ils ont annoncé la série, j'avais extrêmement peur. Il y avait encore l'effet Rings of Power, tu vois. J'étais là, putain ça va être de la merde. Ça va vraiment être de la merde. Mais par chance, j'ai regardé Halo avant. Et Halo, ma foi, était plutôt sympathique. Bon. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt sympa. On retrouvait des références. Alors toi, tu vois, par exemple, t'as poncé les Fallout. Moi, j'ai poncé les Halo. Moi, c'était Halo, j'adorais ça. Et, euh, et ça allait. Voilà. Je suis sûr que si t'es un gros fanboy de Halo, tu trouveras des choses à redire à la série, bien entendu. Pour les vraiment fans de cinéma et de séries, il y a des choses à redire aussi au niveau de la réalisation, mais c'était pas mal. Au moins, on te crachait pas à la gueule avec Halo. Hmm. Euh, donc je me suis dit, bon, peut-être que Fallout, au final, peut-être que ça va le faire. Je sais pas. Mais, et ça va spoiler un peu, alors je vous préviens, bien sûr, la vidéo, comme les autres vidéos qu'on a faites ensemble, il y a du divulgachage, d'accord. Ouais. Si vous êtes insensible, partez. Partez maintenant, on va pas prévenir quand est-ce qu'on va spoiler ou pas, il y aura du spoil, voilà, comme ça c'est fait. C'est dit. Ouais, c'est dit. Donc, par contre, j'avais un a priori vraiment sur cette série par rapport à la teneur du propos, entre guillemets philosophique, qu'il y a dans les Fallout. Voilà. Je savais pertinemment qu'il y aurait un moment donné, si vraiment ils veulent y aller à fond, il y aurait à un moment donné une dérive. Voilà. Et en tant que libertarien, il y a des sujets, faut pas trop titiller là-dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ok? Donc c'est vrai que, bon, j'avais ce petit a priori, mais en même temps, je me suis dit, bon, s'ils se prennent pas trop la tête, ça peut être une bonne série sympathique à regarder. Et donc toi, tu as fait des premiers mini-retours hein, sur Telegram, et j'étais là, putain, mais René, il apprécie et tout, c'est étrange. Ça se trouve, c'est bien, en fait. Ça se trouve, c'est bien. Bah, moi, je m'attendais à être déçu. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait avec Ring of Power et puis même tout un tas d'autres séries, films, enfin tout un tas de productions qu'Amazon a produit ces dernières années, j'ai regardé parce que c'était Fallout. J'ai fait l'effort mais vraiment, j'y allais en étant d'avance déçu. Je m'étais fait un a priori. Dans ma tête, je me dis, ça va certainement être de la merde, mais allons-y. C'est Fallout, on sait jamais. Naïvement, je me suis dit que peut-être que... Et en fait, je suis content de m'être trompé. Ok, on va attaquer directement. Alors moi, le premier bon point que j'ai à relever, mais vraiment le premier excellent point, c'est l'introduction.
c'est le prologue. Le prologue, il est mais excellent. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un prologue comme ça pour une série. Ça te met dans l'ambiance. Tu as directement l'un des personnages principaux, donc la Ghoul. Je me rappelle plus de son nom. Cooper. Donc on a Cooper avec sa fille, on voit que c'est le cow-boy, donc petite référence aussi à le cow-boy dans les jeux vidéo, parce qu'il y a cet aspect un peu RPG où t'as les... Alors je sais plus dans lequel Fallout c'était, mais je me rappelle, j'ai cette image là, des espèces de classes, tu vois, ou un truc comme ça, Oui. voilà. Donc j'étais là, ah ok, la petite ref, mais en même temps c'est intégré dans l'univers, c'est-à-dire que il joue les cow-boys. C'est pas juste ouais, on le met en cow-boy pour faire un petit clin d'œil et puis basta. Non, non. C'est que vraiment il y a ces compétences-là, le lasso, le machin, qui seront utiles plus tard dans la série d'ailleurs. Ça sera réutilisé. Donc il y a pas de... Dès l'introduction, on avait vraiment tout. On avait l'ambiance, le décor. Le décor, j'étais bluffé. Je dis ah putain, c'est une série ça. Sérieusement? Et Rings of Power, ils peuvent aller se rhabiller avec leurs milliards. Non mais vraiment, enfin... Ouais. Parce que je le sentais, le côté studio, tu vois, de Rings of Power, ça puait le studio et le carton-pâte. Là, franchement, c'était beau. C'était vraiment beau. Alors j'ai été très très agréablement surpris par les décors où on y croit, on est dedans. Les décors sont bien faits et pourtant c'est clair que c'est pas le budget de Rings of Power, donc comme quoi hein, quand on veut on peut. La seule chose moi que j'ai reproché sur les effets de la série, c'est les armures assistées qui quand on les voit en mode Armageddon, ça fait un peu vieux effets spéciaux et qui sinon des fois ont tendance à sonner un peu le plastique quoi. Mais c'est vraiment un détail, on s'y fait. On passe assez vite au-dessus quand même quoi. Ouais. Bon, on y reviendra hein, sur le côté global. Ouais. Mais je reviens sur cette introduction. Cette introduction, elle est parfaite. Pourquoi ? Parce que pose les bases. On pose les bases de l'univers, on pose la problématique. Il y a déjà des prémices comme ça de combat de classe, etc. Hein. Voilà, on a Cooper qui est là pour amuser la galerie, et puis t'as les riches là qui sont dans le salon. Donc il y a déjà ça, mais ça va, c'est quand même assez léger, donc ça passait. Et surtout, en fait, le fait que cette introduction soit faite sur Cooper et pas sur un autre personnage, le fait que ce soit fait sur Cooper, on n'arrive pas vraiment à le détester dans la série. Alors que normalement, il est censé être détestable. Hein. C'est une goule, il est là pour buter des gens pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, c'est un mercenaire. Il prend un plaisir à ça, d'ailleurs. Il le dit lui-même qu'aujourd'hui, c'est son sport, finalement. C'est vraiment devenu son passe-temps de foutre du plomb dans des gars, quoi. C'est ça. Mais le fait de l'avoir montré père de famille d'une petite gamine, de l'avoir montré, voilà, s'inquiéter pour sa fille, la protéger quand ça va divulgacher quand ça explose, hein, bon, ça divulgage pas grand chose parce qu'à un moment donné il faut bien que ça pète pour qu'il y ait un Fallout. Donc il y a l'explosion nucléaire derrière qui éclate, etc. Il s'enfuit. Enfin en tout cas on le voit protéger sa fille et vraiment ça fait en sorte que on ne peut pas détester le personnage. Bah, ça lui crée une blessure. On commence avec une blessure, donc il a une circonstance atténuante à être qui il est. Il a des justifications. On peut pas forcément le valider, effectivement, on ne valide pas, des gens civilisés ne valident pas cela, mais ça lui donne des justifications et ça lui donne du contenant. Le personnage, il a de la contenance, comme la plupart des personnages. La plupart. Eh bien, ça sera mon point final sur les 2 derniers épisodes que j'ai détestés. Mais... ça en fait d'entrée de jeu non pas un antagoniste, mais un anti-héros. On comprend dès le départ, en fait. Il n'y aurait pas eu ça, on l'aurait vu comme un antagoniste qui vient foutre la grouille régulièrement, un antagoniste secondaire. Or là, il est posé en anti-héros dès le début, et non pas en antagoniste secondaire. Ils en font un personnage principal qui a son camp, qui est le sien, tout simplement. C'est ça. Donc ouais, plutôt appréciable. Et puis après, on passe dans l'abri. Voilà, l'abri numéro 33. Si je ne m'abuse. Voilà, l'abri numéro 33, où l'on retrouve donc... ah oui, je l'ai pas rappelé. C'est quand même assez important. On parlait vite fait de la réalisation en général. La réalisation, elle est de Jonathan Nolan. Et Jonathan Nolan, il est connu pour Memento, Le Prestige, The Dark Knight, Interstellar.
Et en série notable, Westworld. Bon ben voilà, forcément ça l'aide de qualité. Il a posé ses coronets sur la table, j'ai envie de dire. Prendre un gars comme ça pour faire Fallout, ouais, ils ont eu le nez fin, c'est excellent. Parce que Westworld, malgré le fait que ce soit perdu en cours de route, j'ai pas fini la série d'ailleurs parce que ça me gonflait un peu, mais on peut dire qu'en termes de réalisation, c'était vraiment excellent. Interstellar, c'est de la daube. The Dark Knight, c'est pas ouf, mais en termes de réalisation, c'est sympathique. Crotte de nez au passage. Donc voilà, Jonathan Nolan, obligé. La musique, plutôt sympa, même si quand j'ai vu le nom, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus de prise de risque. Comme dans Westworld, justement, parce que la musique est de Ramin Djawadi, que j'adore, je le trouve excellent. J'aime beaucoup la musique de Fallout, mais voilà, il manque à quelque chose. Il manque quelque chose. Sur Fallout, il y a un mélange de musique aussi. T'as les musiques qui ont été composées pour, et t'as tous les vieux morceaux des années 50, ainsi que des morceaux des anciens Fallout, qui ont été ramenés également dans la série. Par exemple, à un moment donné, c'est la musique de Fallout 4 qui sert de thème à 2 scènes, et dont une scène très importante, je sais plus dans quel épisode c'est, mais quand j'ai entendu les 3 premières notes, parce que moi je suis un gros consommateur de musique de films et de jeux vidéo, et la musique de Fallout 4 fait partie des playlists qui passent le plus souvent au bureau, et donc quand j'ai entendu les 3 premières notes, au moment où, voilà, avec Julie, et donc il s'apprête à partir au combat, elle et le mince Maximus, et que les choses commencent à se mettre en place, tu fais quoi et finalement, avec la musique, ils ont fait pas mal de fanservice, parce qu'ils ont ressorti pas mal de musique des anciens Fallout, et des musiques aussi qui font écho aux années 50. Donc il y a un mélange. C'est pas lui qui a tout composé, c'est ce qui fait que ça a limité aussi son intervention dans la série. Je comprends. Mais bon, du coup, il y avait quand même cette petite déception. Hein. T'as quand même ce grand nom, parce que c'est devenu un grand nom. Il n'y a pas de thème notable. Et voilà, j'étais un peu déçu. Et justement, moi, les musiques qui me restent encore en tête, ce sont des vieilles musiques qui ont été ramenées dans Fallout. Je n'ai pas en tête le thème de la série, tu vois. Moi non plus. Pas. Inexistant. Donc, un peu déçu à ce niveau-là. Donc on revient au personnage. Donc on avait d'accord, j'ai normalement la fiche technique, mais voilà, distribution. Voilà, donc c'est Walton Goggins qui joue la Ghoul, Copper Howard. Et lui est très connu, hein, Son of Anarchy, Django Unchained, les 8 salopards, The Shield, etc. Enfin, c'est quand même un très grand nom du cinéma et de la série. Donc j'étais assez content de le voir. Et surtout moi, grand fan hardcore de Twin Peaks. J'étais ravi de retrouver Kyle MacLachlan, qui joue Hank McLean, le père de Lucy qui est la nana que l'on va suivre. Hein, en vrai, c'est plutôt elle l'héroïne, hein, c'est elle l'héroïne de la série. On va revenir sur elle parce que je la trouve super intéressante. J'aime beaucoup ce personnage. Vraiment, je l'adore, et on adore le détester d'ailleurs. Mais vous allez comprendre. Donc on a quand même Kyle MacLachlan qui joue dans cette série. Et donc pour jouer Lucy, et la Purnell. J'étais content. Moi, ça me suffisait. Avoir cette distribution. C'est pas une actrice que je connais particulièrement. Je me suis renseigné sur son cas après. J'avais peur qu'il nous pondent une Marissou, très sincèrement, et j'étais agréablement surpris de voir comment le personnage évolue. Et c'est vraiment passé le 2e épisode que j'ai apprécié le personnage. À partir du 3e, en fait. Hein, vraiment à partir du 3e où j'ai fait, ouais, ok, d'accord, là, il y a quelque chose, il y a de la profondeur. Le personnage reste pas dans des clichés, en fait, et est intéressant. C'était ma crainte, c'était qu'ils nous mettent un protagoniste féminin juste pour faire de l'inclusivité. Or là, non, le personnage tient tout à fait la route tout au long de la série. Et
Et je reviens sur Ella Purnell. Elle a fait la voix off de Prodder et Jinx dans Arcane. Oui, tout à fait. Donc la boucle est bouclée, tu vois. Arcane, série d'animation splendide, génialissime. Et voilà, on la retrouve ici. Et j'étais plutôt content. D'autant plus content que j'apprécie énormément ce genre de... Alors là, je parle que purement physique. J'apprécie énormément ce genre d'actrice. Voilà. Je ne parle pas de mes goûts, voilà. Hein. Bref. Mais ce type d'actrice, j'adore. Pourquoi ? Parce qu'elle a une tronche. Elle a une tronche, la meuf. Elle ressemble pas à la énième nana que tu pourrais croiser dans la rue. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Dans les autres séries, là, les séries actuelles, tu les oublies. T'oublies leur visage. Elles sont interchangeables. Ouais, totalement. Là, elle a une gueule. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, parce qu'elle a quand même des yeux particuliers, etc. Moi, j'aime bien. Ah, moi, j'adore. Hein. Mais c'est surtout dans l'aspect aura et présence à l'écran, ben, voilà, on retrouve enfin des actrices, en tout cas, là, dans ce cas-là, une actrice qu'on va se rappeler, on va se rappeler d'elle. Voilà. On pense Fallout, on va s'imaginer sa gueule tout de suite. Tout comme Kyle MacLachlan, on se rappelle de sa gueule, il a une gueule particulière. Et ça fait plaisir de retrouver des acteurs avec une gueule. Putain, ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu global, général. Et donc, je rembobine. Je reviens, donc après l'introduction, on est dans l'abri numéro 33. On est combien d'années après les événements ? On est en 2276, donc je ne sais plus de combien d'années ça se passe après, mais ça fait un petit paquet, à plus de 2 siècles en tout cas, ça c'est certain. C'est plus de 200 ans, ouais. Ouais. Non, c'est 200 ans, parce que c'est en 2077. 2060. Alors Bon, j'ai plus les dates exactes. Parce qu'on nous dit en 2077, lors du déclenchement de l'attaque atomique, de nombreux survivants se sont réfugiés dans les bunkers anti-atomiques. Bah donc ça fait un peu plus de 200 ans, ok. Voilà, un peu plus de 200 ans. Donc on arrive plus de 200 ans plus tard, dans l'abri numéro 33, où la vie va à son train habituel dans un abri anti-atomique. Donc ils sont tous habillés de la même manière, avec un uniforme, etc. Sous l'égide, ou en tout cas la marque, le label, c'est quoi déjà, Voltec, c'est ça ? Tout à fait. Voltec, voilà. Et là ça, c'est pas que ça patine un peu, bon, c'est bien, mais c'est le temps que ça prenne un peu de consistance, qu'on apprenne à connaître les personnages. Mais déjà, donc, ce premier contact avec Lucy, donc joué par Ella Purnell, déjà, j'aime beaucoup comment ils l'ont montré. C'est-à-dire que on la voit faire des trucs ultra badass. Elle est forte en tout, mais vraiment en tout. Mais on comprend qu'elle s'est entraînée. Parce que, de toute façon, on la voit à l'entraînement. Elle n'est pas en train d'agir sur le terrain, puisqu'ils sont enfermés dans un abri. Mais en tout cas, on voit qu'elle s'entraîne, etc. Et donc ça, on nous prépare à la voir agir de façon compétente. Pas comme une certaine Galadriel dans Rings of Power, où on nous montre une nana qui est plus forte que tout le monde, et puis point barre, ta gueule. Alors que précédemment, on la voyait toute petite en train de balancer un bateau en forme de cygne en papier sur l'eau. On l'a pas vu s'entraîner réellement. Donc inutile. Là, on a le cheminement très raccourci et très rapide. Vite fait le cheminement de Lucy, comment est sa vie dans l'abri, etc. Et c'était une bonne exposition aussi. Un peu moins bonne, je trouve, que l'introduction avec donc Cooper la Goule, mais plutôt réussie. Bah moi, tu vois, cette introduction à Lucy dans l'épisode 1, j'ai trouvé ça long. Voilà. Pour ma part, j'ai vraiment trouvé le premier épisode long. J'étais content quand on sortait de l'abri, justement, quand on regardait ce qui se passait en dehors de l'abri, quand l'histoire sortait de l'abri pour voir un petit peu ce qui se passait du côté de Maximus et de la Goule, parce que ça
c'était long. Voilà, je me répète, j'ai pas d'autres mots. Et j'ai pas spécialement apprécié ce passage. Et j'avais déjà cette crainte qu'on était en train d'essayer de nous mettre en place une Marissou. Alors après, mes doutes ont été vite balayés, mais voilà, j'ai pas apprécié pareil cet épisode. Attention, moi je l'ai beaucoup plus apprécié à rebours, parce que justement, en voyant Lucie, comment elle est dans le monde extérieur, en fait, toute l'introduction de l'abri, il faut le voir comme une publicité Voltec. Oui. Tu vois, c'est vraiment la publicité Voltec jusqu'au moment où on a ce premier doute sur, cette première information que le superviseur de l'abri 32 est décédé, etc. Enfin, il y a une ambiance qui tout d'un coup rebascule, en fait. On a vraiment un effet de bascule dans l'ambiance. Et donc, quand on regarde l'épisode en lui-même, c'est vrai qu'il peut être un peu longué. Mais au final, quand on le recontextualise dans toute la série, tout à fait, on comprend que, effectivement, c'est une publicité Voltec. J'ai regardé la série 2 fois, du coup, et c'est vrai que la deuxième fois, j'ai beaucoup mieux apprécié cet épisode, clairement. Voilà, moi j'y ai réfléchi, tu vois, en même temps que de regarder, je réfléchis beaucoup, tu vois, quand je regarde une série, et j'étais là, d'accord, ok, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et donc après, on passe avec la confrérie. C'est la confrérie d'acier, c'est de ça l'acier. De l'acier, ouais. Confrérie de l'acier, où j'ai un peu moins apprécié, moi, personnellement. C'est vraiment... tout le long, en fait, de la série, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment le point le plus faible de la série. C'est vraiment la confrérie de l'acier. On l'enlève, je vois pas ce que ça aurait changé à la série. Ok, ouais, scénaristiquement. Alors... Pour ma part, j'ai apprécié la façon dont ils ont traité la confrérie, parce que dans les jeux, elle est souvent dépeinte comme le camp des gentils. Et beaucoup de joueurs apprécient de rejoindre la confrérie de l'acier. Or, moi, j'ai toujours considéré que, en fait, c'était une bande de joyeux enculés, quoi. Parce que la confrérie, elle est une des meilleures représentations de l'étatisme et de l'interventionnisme. En gros, ils estiment avoir la sainte parole de ce qui est bon ou non pour la société et de ce que les gens devraient avoir ou non. Ils veulent clairement avoir le pouvoir pour mettre en place leur vision de la société. Et la façon dont ils l'ont traité dans la série la dépeint justement comme un antagoniste, et j'ai vraiment apprécié la façon dont ils l'ont traité, justement, parce que dans les jeux vidéo, et je pense qu'il y a des fans qui ont peut-être pas forcément apprécié ça, dans les jeux vidéo, elle est plutôt dépeinte comme les gentils. Moi, dans les jeux vidéo, je la dépeins à coups de lance-roquettes. Voilà. D'accord, ok. Bon, moi, n'ayant pas assez de références au niveau du jeu vidéo, j'avais pas ça en tête. Puis surtout qu'en fait, ils sont dépeints, si tu veux, vraiment que pour l'aspect de la série, d'accord ? Je me concentre vraiment là-dessus. 1, tu les retires, ça change pas grand-chose à l'histoire et au dénouement. 2, c'est redondant dans le message, c'est redondant avec le message qu'ils veulent faire porter par Voltec. Donc du coup, vu que c'est redondant et qu'en plus de ça, tu les enlèves, ça change pas grand-chose, en termes de scénario, c'est pas génial, quoi. Et je pense qu'en fait, ils sont là pour nous préparer à la prochaine saison. Parce que à la fin, c'est quand même eux qui prennent possession du lieu où a été mis en place la fusion froide. La fusion froide, ouais. Et donc du coup, ils vont avoir un pouvoir énorme sur les Terres Désolées. Ça va leur donner une capacité d'influence et une emprise finalement sur le territoire qui est absolument gigantesque. Et je pense que dans la prochaine saison, on va avoir une vraie confrontation contre la confrérie. Donc je pense qu'elle est là pour ça. Effectivement, et c'est pour ça aussi que je redoute très fortement la saison 2. Je la regarderai, je t'ai dit que je la regarderai pas, mais je la regarderai. Mais je sens venir vraiment le gauchisme à fond. Je te le dis, je sens venir le gauchisme à fond. Parce que justement, on a... Attends. En gros, on a 4 factions. On a la confrérie de l'acier. On a Lucie qui représente Voltec. Non. Une renégade Voltec à terme. Ça va être surtout son père qui représente Voltec. Donc on a Voltec. On a les communistes. De toute façon, c'est dit clairement que ce sont des communistes. Oui. Puisqu'on retourne en arrière. Alors, c'est Moldaver.
Moldover. Moldover qui était là déjà en 2077 et qui organisait des réunions secrètes communistes auxquelles a été convié Cooper, la goule. On apprend ça plus tard dans la série. Et là, c'est le moment où j'ai commencé un peu à... j'étais pas serein. J'étais là, putain, il nous manque des communistes, des machins. Alors au début, ça allait parce que tu voyais que Cooper, il se foutait un peu de leur gueule. Mais au final, ils se rangent un minimum de leur avis. Quand il finit la conversation avec Moldover, quand ils sortent de la réunion et qu'il entame la conversation, bah, il est plus aussi... comment dire aussi agressif envers elle et envers son idéologie communiste, tu vois. Alors, je l'ai pas perçu comme ça, moi, tu vois. Ah ouais. J'ai plutôt vu ça autrement, c'est-à-dire qu'on suit toute la relation qu'il a avec sa femme. Et il est pas... je pense qu'il est toujours sûr de ses convictions capitalistes, c'est-à-dire que il faut qu'il bouffe, lui, ça lui pose pas de problème de faire ce qu'il fait. Par contre, Moldaver lui met des doutes concernant sa femme. Et c'est la conviction qu'il a vis-à-vis de sa femme qui change. C'est comme ça que je l'ai perçu. Parce qu'il ne fait pas part à Moldaver de ce qu'il a entendu avec le micro. C'est juste qu'il découvre le poteau rose concernant sa femme. À aucun moment, en fait, on le voit rapporter à Moldaver que sa femme a dit telle ou telle chose. Alors peut-être que ça sera traité dans la 2e saison, mais en tout cas, dans cette saison-là, c'est pas du tout dit. Il espionne sa femme parce qu'il sent qu'elle lui cache des choses. Et donc, il perd confiance en sa femme. C'est vraiment dans ce sens-là que je l'ai compris. Ouais, mais après, quand tu le remets bout à bout avec la fin, avec vraiment le final de la série, il reste un électron libre, Cooper, mais il se range plutôt de ce côté-là. J'ai plutôt vu un moyen parce que lui, il a un objectif, c'est retrouver sa femme et sa fille. Dont on peut d'ailleurs supposer, même si c'est qu'une supposition, qu'elle se trouve dans l'abri 31. Mais c'est vraiment son objectif. Il veut retrouver sa femme et sa fille. Ah oui, parce qu'effectivement, là, dans l'abri 31... Il y a tous les congelés. Il y a les... Voilà, ils sont en stase ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Effectivement. Et donc, Moldaver est son billet pour pouvoir accéder quelque part à ça, puisqu'il sait que Moldaver a un captif qui peut lui donner ces informations, puisque du coup, on le voit attendre au bas de l'escalier, tranquille, à faire le gardien. C'est donc qu'il sait pertinemment qu'il y a l'autre andouille là-haut dans la cage. Donc, pour moi, c'est plutôt qu'avec Moldaver, il a trouvé un accord. Justement, c'est pas qu'il s'est rangé de son côté, c'est plutôt on va dire une alliée de circonstance. Je l'ai plutôt perçu comme ça. Dans tous les cas, tu es d'accord avec moi que avec ce final, on présente vraiment Moldaver comme étant la gentille. Là, on la présente clairement comme ça. Alors, justement, pour moi, ça c'est ce qui fait partie des éléments qui font que la série cherche à montrer patte blanche sur tout ce qui va être gauchisme, parce que derrière, quand on regarde ce qui se passe dans l'abri numéro 4, Moldaver, elle est encensée comme une représentation de Sainte Vierge satanique, littéralement, avec l'espèce de rituel. Ça, tu vois comment je l'ai vu, ça comme étant les déviances des gens qui n'ont pas bien lu ou qui n'ont pas bien suivi la doctrine. Donc en fait, c'est les fanatiques là, que l'on trouve dans l'abri numéro 4. Pour moi, c'est vraiment justement ce que disent souvent les gauchistes, c'est-à-dire que c'est pas le vrai socialisme. Ces gens sont d'extrême, c'est des ultra-radicaux, mais Marx n'a jamais dit ça, mais ceci n'a jamais dit ça, et machin, etc. Tu vois, je pense qu'ils vont le justifier comme ça, et moi, je l'ai perçu de cette manière-là. Parce que ce que fait Moldaver, c'est fournir l'énergie libre et illimitée. C'est ça qu'elle fait. Alors, il y a une critique des brevets, par contre, dans ce qu'elle dit à un moment donné. Justement, alors, je vais reprendre mes notes, où est-ce que je l'ai mis ? Il y a une vraie critique, en fait, du fait que certains se soient appropriés l'énergie, parce que Moldaver, il y a une chose qui est dit aussi, c'est que la technologie en question, c'est elle qui en est l'inventeuse. C'est elle qui a inventé cette technologie avant la guerre nucléaire. Et donc, on lui a volé. Quand Voltec a racheté la boîte pour laquelle elle bossait, on a volé cette technologie qu'elle destinait justement au monde. Donc, au-delà
d'une forme d'apologie du communisme. Moi, je vois juste le fait que quelqu'un a repris le bien qui était le sien, en le sens où elle l'avait conçu, où c'était son invention, que Voltec l'avait breveté, enfin, et donc se l'était totalement approprié pour ne pas s'en servir à l'arrivée, parce qu'ils sont encore avec des piles à fusion pour les abris, ils ne s'en sont pas servis, ils se la sont gardés pour eux en la mettant de côté, et elle voulait rendre sa propriété à ceux à qui elle la destinait, c'est-à-dire le monde. Donc pour le coup, oui, mais trouvé... pourquoi Non, parce que le pourquoi elle le fait, et pourquoi Voltec, soi-disant, voudrait interdire l'utilisation de l'énergie libre et illimitée, c'est parce que les autres, ils veulent continuer à vendre de la merde aux gens, et l'autre, elle veut justement libérer les gens de l'énergie parce que, oh mon Dieu, les ressources sont limitées sur la planète. Et en fait, moi, en tant qu'Autrichien, j'y ai vu que des erreurs économiques. À partir du moment où il commence à parler d'énergie, de ressources, etc., mais j'étais là, mais c'est lamentable, ce n'est pas possible. Par exemple, on a cette fameuse scène où on a les représentants de Voltec avec tous les autres concurrents. Mais j'étais là, putain, je prépare le sac à vomi, c'est pas possible. Oui. C'est juste pas possible, se dire que on va foutre la planète entière sous un tapis de bombes nucléaires pour effacer nos concurrents et mieux vendre nos produits. Mais c'est complètement stupide. Alors, c'est plutôt que là, il y a une recherche de prise de pouvoir, parce que la concurrence ici, elle n'est pas économique. C'est une concurrence qui est humaine. Elle n'est pas que économique, puisqu'ils incluent leurs concurrents qui sont autour de la table avec eux en leur disant, écoutez, on vous emmène avec nous dans l'aventure. Oui, mais là, contre c'est une les recherche autres concurrents. Contre d'autres concurrents. Les autres concurrents étant la paix, c'est-à-dire que ils ont embarqué tous ceux qui finalement étaient du même bord qu'eux, parce que ce contre quoi ils veulent lutter, c'est toute forme de guerre en appliquant une paix totale au moyen de l'arme nucléaire. C'est clairement le projet. Donc, du coup, j'y ai plus vu une tentative de créer un consortium. Là, par contre, j'y ai vu une mauvaise critique du capitalisme, dans le sens où c'est-à-dire que je l'ai pas vu d'un point de vue économique. Je l'ai vu du point de vue où, en gros, s'il y avait pas d'État, c'est les entreprises qui prendraient la place de l'État. Oui, mais ça, c'est de l'économie aussi. C'est de l'économie, puisque ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. À moins que l'entité en soi interdise toute concurrence de la violence soi-disant légale et impose des législations. Du coup, ça devient un État, ce n'est plus une entreprise privée. Donc, on sort du capitalisme. Donc, ce qui est exposé là dans Fallout au travers de Voltec, je l'ai trouvé super maladroit. C'est vraiment un propos de gauchiste lambda contre le capitalisme, contre la New Tech, contre tout ce genre de choses, et que la technologie devrait être à tout le monde, accessible à tout le monde et offerte à tout le monde. Et c'est une erreur. Parce que, par exemple, on te dit, oui, mais avec la fusion froide, alors je me rappelle plus la phrase exactement, hein, c'est distillé tout au long de la série, enfin sur la fin de la série, que la fusion froide ferait qu'il ne pourrait plus vendre, en fait. Le marché capitaliste n'existerait plus. C'est faux. C'est archi faux, puisque le capitalisme ne parle pas du fait que ce soit que de la monnaie ou que des biens matériels ou que machin. Non, l'être humain échange, et c'est ça le capitalisme. C'est le fait qu'on économise certaines ressources en vue de gains futurs. C'est ça le capitalisme, point barre. Et ça peut être fait pour des services entre nous, ça peut être fait pour de l'art, ça peut être fait pour tout un tas de choses. Alors, et du coup, ça retire... Dans l'histoire, quand on reprend les Fallout, les jeux, il faut savoir ce qu'est l'enclave. L'enclave, c'est une entité qui se autoproclame successeuse, je sais pas si ça se dit, de l'ancien gouvernement des États-Unis d'Amérique. Parce que ce qui restait du gouvernement à l'époque de l'atomisation du pays, enfin de la Terre, ce qui restait du gouvernement
a fondé l'enclave. Donc on pourrait dire que quelque part, d'un point de vue du droit positif, ce sont les plus légitimes à gouverner les terres désolées. Et on comprend au travers de la figure du scientifique que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, parce que lui aussi il a une tronche et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Le scientifique. Celui qui perd sa tête. Oui, exact. Voilà. Qui jouait Benjamin dans Lost. Tout à fait. Et j'aime beaucoup son personnage dans Lost. À chaque fois, il y a ce relent, il a cette capacité. Alors peut-être que c'est à cause de Lost, hein, mais à chaque fois que tu le vois, moi je suis là, putain, il va faire un gros coup de pute. Oui. Voilà, rien qu'à sa gueule, je suis là, il va faire un coup de pute. C'est obligé, c'est Benjamin de Lost. J'ai exactement le même rapport avec l'acteur, et pour autant il a un personnage que j'ai trouvé dommage finalement que sa durée de vie finalement dans l'histoire soit si courte, parce que le personnage est vraiment intéressant. On a vraiment envie d'en savoir plus à son sujet, parce que on nous montre rapidement qu'il a une humanité. On voit le rapport qu'il a avec son chien qui est particulier. Et que j'ai beaucoup aimé. Ceux qui ont des animaux, je pense, apprécieront aussi moi je suis fan de chiens, donc forcément. Voilà. Et du coup, là où je voulais en venir, c'était que il est au courant de ce qui se passe dans les abris, puisqu'il fait une description à Lucie de ce qui se passe dans son abri, de comment c'est géré, etc. Il connaît tout. Et on voit que pour autant, faut savoir, hein, l'Enclave et Voltec sont pas potes. Hein. L'Enclave et Voltec sont ennemis à la base, puisque Voltec, ils n'ont pas demandé l'autorisation au gouvernement américain pour s'auto-pilonner. Alors ça, c'est une petite différence par rapport aux jeux vidéo, c'est que dans les jeux vidéo, c'est pas Voltec qui pilonne le pays pour pouvoir avoir un monopole. L'auteur de Fallout l'a dit, la guerre nucléaire des jeux vidéo, elle naît d'un conflit avec la Chine. C'est la Chine qui pilonne les États-Unis dans le jeu vidéo. Ça, c'est une différence majeure entre les jeux et la série. En soi, il n'y a que les États pour pouvoir faire une guerre totale comme ça. Hein. Les entreprises n'y ont aucun intérêt, absolument aucun. Hein. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale, et je trouve dommage en fait qu'ils aient fait ça, parce que là, ils prennent le contre-pied justement. C'est-à-dire que c'est le Voltec, donc le monopole une forme de capitalisme dévoyé qui pilonne le pays, alors que initialement dans le jeu, c'est les communistes qui pilonnent l'Amérique. C'est bien ce qui me semblait. J'abordais pas trop le truc parce que je suis pas un fin connaisseur de Fallout, donc j'étais pas sûr qu'il y ait cette différence. Mais en tout cas, dans la série, on est bien d'accord que ça se veut être une critique du capitalisme, une critique aussi de l'impérialisme militaire, de l'industrie militaro-industrielle, clairement. Bon, là, j'ai pas de souci avec ça, hein, effectivement, c'est un problème. Mais la critique du communisme, à part le fait que, effectivement, si des gens lisent mal la doctrine et deviennent fanatiques, ça peut tourner au vinaigre. Voilà. Mais sinon, on les montre avec de très bonnes intentions. Alors que les capitalistes, on les montre avec de très mauvaises intentions. Le complexe militaro-industriel représenté par la confrérie de l'acier, avec de très mauvaises intentions aussi. Au final, il n'y a que Moldover qui a de très bonnes intentions de base. Alors, on nous la montre avec de bonnes intentions, n'empêche que je trouve qu'il y a une critique aussi implicite du communisme, parce que au niveau des méthodes, elle en a strictement rien à branler du mal qu'elle fait. Tout à fait. Ça, on nous le montre clairement, qu'elle est prête aux mêmes errements que ceux qu'elle considère comme ses ennemis pour arriver à ses fins. Il suffit de voir que dans l'abri, il s'est passé à ça qu'il y en ait 5 qui se fassent massacrer par la bombe qu'elle fait péter. Mais le problème du communisme, c'est pas dans ses méthodes, c'est dans son fond. Oui. Parce que c'est son fond qui entraîne les méthodes les plus diaboliques, tu vois. Tout à fait. Mais voilà, ils n'en ont pas fait ils n'ont pas fait de Moldaver un gardien de la paix. C'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais par contre... Mais je t'avoue que ça m'a gêné. Voilà, ça m'a énormément gêné, le traitement qui est fait des différents camps comme ça. Alors, il y a une critique quand même qui est intéressante, c'est qu'à partir de l'épisode 3, on comprend aussi qu'il y a une dimension de méritocratie, parce qu'on nous parle du fait que chacun doit mériter sa part. Il y a le fait de disposer de son propre corps, c'est tout bête, c'est en arrière-plan, mais c'est le fait de vendez vos dents.
Mhm. Vendez vos dents. C'est tout bête, mais chacun fait bien ce qu'il veut de lui-même, en fait. Et c'est un petit truc, mais toujours est-il qu'il y a cette dimension-là. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'abri 33, ils ne savent pas quoi faire des prisonniers, des pillards, en fait des hommes de Moldaver qu'ils ont capturés. Et il y a une vraie critique, Oui. justement. Elle était vraiment bien, celle-là. Elle est très bien amenée, justement. Il y a une vraie critique, une vraie caricature, en fait, des bobos dans le confort vs les prolos ruraux. Et donc, où on voit derrière cette critique de l'immigrant, de l'étranger, Oui. et qui est aussi amenée dans la bricate, avec beaucoup d'humour. Dans la bricate, le Cyclope, il dit « Oh là là, ces étrangers, mais oui, en plus, ils viennent avec leur méthode, il faut leur dérouler le tapis rouge, et on peut plus dire ceci. Et d'ailleurs, j'ai fait une blague, c'était de la bombe. » Et je trouve quand même qu'il y a cette critique de certains travers du gauchisme qui est faite dans ces épisodes-là, où on voit totalement l'abri 33, ils sont totalement lobotomisés par leur côté bisounours, où on va essayer de les éduquer. Ah bah non, ils sont pas responsables, ils n'étaient pas éduqués. Il leur envoie même des pâtisseries. Oui. T'es là. C'est des prisonniers, ils ont le droit à des pâtisseries, quoi, tu vois. Oui, bah on va leur apprendre Shakespeare. Ah oui, mais moi je vais leur apprendre ceci. Et donc on a vraiment tout le cliché qu'on retrouve aujourd'hui. C'est oh là là, oui, mais vous comprenez, les pauvres, ils n'y pouvaient rien. Et donc c'est présenté comme totalement caricatural. Mais il y a personne qui propose la solution OPN, le physical removal, c'est-à-dire de les prendre et de les dégager. Voilà, vous repartez dehors. Alors, allez vous faire niquer. Il y a le frère de Lucie qui propose, lui, de... Oui, voilà, de les tuer, mais ça c'est pas génial non plus. Non, mais c'est-à-dire que voilà, ils sont venus, ils lui proposent justement une peine, puisqu'ils ne peuvent pas réouvrir l'abri. Il y a aussi cette dimension-là. Ils peuvent pas réouvrir l'abri au risque que d'autres personnes pénètrent dans celui-ci. Donc en fait, la solution, parce qu'il coûte aussi des ressources, faut aussi garder ça en tête, il coûte des ressources à l'abri. Il y a des gens qui même hallucinent de voir qu'ils ont plus que eux-mêmes. Tu vois la gardienne qui se barre avec le gâteau, voilà. Oui. Et donc on a toute la critique du fait que quelque part ils sont chez nous. Bah oui, mais on peut pas les tuer, on peut pas les renvoyer. On va en prendre soin, on va les choyer, même si ça reste des sauvages. Donc j'ai vu quand même une belle critique de ce que l'on peut vivre dans notre société, que ça soit la société européenne ou américaine, quoi. Alors plus qu'une critique, enfin moins qu'une critique, moi j'y ai surtout vu une volonté de débat sur le sujet, tu vois. Parce qu'on n'a pas forcément l'intention du scénariste. Non, mais c'est présenté caricaturalement, c'est pour ça que je l'ai pris comme une critique. Ouais. Parce que quand même les personnages, ceux qui sont favorables aux prisonniers, on le voit, ils sont totalement idiots. Oui. La façon dont ils gèrent le sujet, ils sont à côté de la plaque. De toute façon, on a le meilleur personnage qui représente ça, c'est Lucie. Donc l'héroïne qu'on suit tout le long, que l'on nous a présenté comme badass pendant ses entraînements à l'abri, etc. Sauf que quand elle est dans le milieu réel, c'est l'ingénu. Elle est à l'ouest. C'est l'ingénu total. Et j'ai trouvé ça excellent. Mais vraiment excellent, parce que au final, elle nous représente un tout petit peu comme nous, on s'idéaliserait. C'est-à-dire que on se prépare, on est ready pour affronter la vie, etc. Et au final, on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Et c'est les gens les plus dérangés, des marginaux, des gens qui en ont payé de leur vie, de leur corps, de leur mental, etc., qui vont lui apprendre la vie. Parce que Cocotte, toi, t'as été enfermé dans une bulle. Tu crois savoir, mais tu ne sais rien. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super intelligent d'avoir une héroïne comme ça, où au final, elle va vraiment se construire en affrontant le réel, en étant à l'extérieur de l'abri. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et justement, elle sort de sa bulle de confort, et on le voit, déjà, sa première rencontre marquante, ça va être... C'est pas tant avec le scientifique, c'est quand elle fait face à la vendeuse qui se fout de sa gueule, quoi. Oui. Qui lui dit non mais t'es mignonne cocotte, mais nous les gens qui vivent dans les abris, on leur dit d'aller se faire voilà, ils peuvent tous crever. Donc déjà elle commence comme ça, et puis après avec la goule, clairement elle prend cher, quoi. Donc elle découvre le réel, et c'est un choc pour elle. Et d'ailleurs c'est comme qui c'est qui lui dit ça? Comme quoi, une fois arrivée au bout du chemin, elle aurait peut-être des aspirations différentes de celles qu'elle a au début de l'histoire.
Maintenant, si je veux aller un peu plus en profondeur dans le truc, en donnant un peu mon avis et mon analyse du sujet, c'est pour ça que je vois cette série comme une série profondément gauchiste. C'est que on a vraiment le mythe là des gens qui sont dans le réel, qui en chient, etc. Ce qui est pas faux, hein. Qui en chient et tout. Et en face, les gens de la bourgeoisie, hein, voilà, la petite bourgeoisie dorée qui est planquée dans sa bulle, dans son abri, qui ont accès à des ressources quasi illimitées, même si on apprend que par exemple l'eau elle est captée aussi par l'extérieur de l'abri numéro 33. Mais voilà, c'est vraiment la bulle des petits bourgeois au milieu de la fange de prolétaires. Et Lucie, elle a de très bonnes intentions. En gros, c'est la bourgeoise Rastaman, tu vois. Oui, c'est la les bourgeoise bobos. Rastaman. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la bobo Rastaman qui va sortir et qui va devoir réapprendre la vie en étant au contact des gentils prolos. Qui sont pas forcément gentils d'apparence, mais qui ont de bonnes intentions, qui ont bon fond, bon cœur, qui font ce qu'ils peuvent, et que même s'ils ressemblent à des trucs aussi dégueulasses que la goule, eh bien en fait, encore une fois, ils ont bon fond, et donc Lucie, la petite bourgeoise, va apprendre cela, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va renier son père, elle va renier son héritage bourgeois pour embrasser pleinement le prolétariat. C'est comme ça que j'ai vu la série, et c'est pour ça que la saison 2 me fait extrêmement peur, parce que je suis là, s'il continue, ça va être vraiment une apologie du communisme, quoi. Bah, je l'ai pas du tout perçu comme ça, tu vois. Je l'ai vraiment vu comme une critique, d'une part, de... Donc c'est marrant, hein. Alors je le précise pour les gens qui vont nous regarder, on s'est pas du tout consulté. Absolument pas. Avant, absolument pas. On s'est dit, on y va comme ça freestyle et puis on verra bien. Et moi j'ai vraiment vécu ça comme la série comme une critique des bobos gauchos pour les gens qui sont dans les abris, parce que c'en est clairement la représentation. On le voit avec le traitement des migrants, le fait qu'il faut être tout lisse, le fait que tout beau tout mignon, qu'il faut pas faire de vagues. Et que ce qui compte c'est la communauté et c'est ceci et on décide pour toi, etc. Et en même temps ce côté que toi tu dis prolo, le prolétariat, bah il y a quand même une dimension de méritocratie qui est mise en avant dans le réel, c'est-à-dire que c'est pas j'ai droit à, mais je dois me battre pour, et c'est quand même montrer le réel de cette façon-là. Il y a une réflexion que je me suis notée dans l'épisode 4, il y a quand même une réflexion sur l'honneur et la dignité qui est faite à travers ce qu'a vécu le personnage de la Goule. On le voit à travers ce qui se passe dans le passé, dans les flashbacks concernant la scène où il doit buter un mec sur un tournage, et finalement cette scène qui le renvoie à lui-même. Tu n'étais ni beau ni sans honneur, et que je sais plus ce qu'il dit. Enfin, il y a une phrase forte comme ça. Ni je sais plus quoi. Ni beau, ni digne, ni fort, ou quelque chose comme ça. Et à la fin, cette phrase, on se rend compte qu'elle vaut pour lui, et lui-même, il se la prend en pleine tête quelque part, alors qu'il a pris je ne sais combien de fioles de drogue, et on voit bien que ça percute, qu'il y a une réflexion sur l'honneur quand même, ce qui est pas une valeur de gauche, hein, l'honneur. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver, et je trouve que il y a cet appui-là. Et en même temps, à plusieurs endroits, tu as quand même une critique de la démocratie qui est faite par endroits. Donc, j'ai vraiment vu, moi, les Terres désolées, non pas comme le prolétariat, mais juste comme le réel, avec une grande diversité de personnes qui font ce qu'elles peuvent. Je l'ai vraiment perçu de cette façon-là. Ok. Mais moi, peut-être que justement cet aspect-là, tout ce qui s'est passé avec le consortium, avec Voltec, le coup de la fusion froide, de l'énergie illimitée, etc., m'a fait prendre un biais à l'encontre de la série, quoi. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, ouais, non, c'est pas possible, ça va je suis d'accord là-dessus, hein, sur Voltec et tout. Oui, il y a une critique du capitalisme qui est faite, ça c'est indéniable. Mais par contre, vraiment, ouais, sur les Terres désolées, j'ai vu ça autrement, parce que finalement, tu vois que chacun fait ce qu'il peut, et puis tu vois le Toubib qui refile des potions irradiantes alors qu'il encule des poules. Oui, je l'ai adoré, lui. Mais il baisait les poules. Tu fais, par contre, parenthèse, rien à voir, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment retrouver l'aspect gore.
Quand ça explose des têtes, ça explose des têtes. Ça explose des membres, ça y va, quoi. Bah, comme dans le jeu. Parce que dans le jeu, il y a ça. Il y a ces espèces de ralentis, de ce que je me rappelle. Il y a des espèces de ralentis. Et ça explose des crânes et tout, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai en tête. Hein, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et j'ai été content de le retrouver dedans. J'étais là, ah putain, ça fait du bien. Ça fait du bien, un truc un peu adulte où... Ouais, il y a du sang, il y a de la sueur, il y a de la poussière. Ça y va, quoi. Voilà, j'ai bien aimé. Fermeture de la parenthèse. Mais voilà, sur la critique du fond, ouais, tu vois, je suis... Alors... Tu me permets, toi, de me rééquilibrer un peu, tu vois, j'étais vraiment full contre, là vraiment, j'étais un peu énervé sur le fond contre la série. Tu rééquilibres un peu le truc, même si vraiment il y a des grosses énormités sur l'économie, sur le capitalisme, sur tout ça qui sont racontés. C'est juste pas possible. Et même le communisme est critiqué hein, dans la vision qui est défendue dans le passé. D'ailleurs, la phrase que doit dire Cooper quand il bute le gars, c'est quand même tout ce que tu mérites, c'est... comment il dit ça ? C'est mince. Ah, je te l'avais écrite. C'était quoi la phrase ? C'était en gros, tout ce que tu mérites, ça le communisme, c'est du plomb ou quelque chose comme ça. Enfin, on nous montre un personnage... Moi, je le voyais comme en fait une critique de la bigoterie, tu vois, qui sont là en train de cracher sur les communistes, en train de les traiter comme des parasites. Ce qu'ils sont, hein, d'ailleurs. Hein. Toi, communiste, si tu m'écoutes, tu es un sale parasite, hein, t'es une merde. Mais moi, je l'ai plus vu comme ça, en fait. Parce qu'on le retrouve, par exemple, dans les scénarios écrits par Alan Moore ou autres, où ils sont vraiment présentés comme ça. Ils sont vraiment représentés comme des bigots, des mecs qui, voilà, ils font du cinéma western en train de cracher à la gueule du communisme au nom de l'individualisme et du rêve américain. Tu vois, moi, je l'ai plus vu comme ça que comme une réelle critique du communisme. C'est plus des cocos qui savent très bien que les bigots les traitent de cette façon-là, tu vois. C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement, tu vois. Sur le moment, je me suis posé la question et puis c'est vrai que je l'ai perçu différemment au fur et à mesure de la série parce que le personnage de la Goule, il a toujours cet objectif en tête que de retrouver sa femme et sa fille. Il aurait pu prendre 50 voies différentes. Il aurait pu adhérer totalement aux idées de Moldaver. Il aurait pu faire plein de choses. Et pour autant, il a pas renié ce qu'il était avant en dehors de son honneur. Il est devenu, il est parti totalement sucette parce qu'en fait il a lâché prise sur tout. Il n'a pas rejoint les idées de Moldaver. C'est que il a abandonné juste certaines de ses idées parce que tout ce qu'il veut c'est retrouver sa femme et sa fille. Je pense surtout sa fille et sa femme. Il a surtout envie de lui mettre une raclée. Non, mais ça, je suis d'accord, effectivement. Mais ça, je pense que ça, c'est en fait, ça fait l'objet d'une autre critique. Si tu veux, je vois pas forcément la série comme une série pro-communiste ou autre, même si les plus radicaux d'entre nous, dont je fais partie, traiteront les gens de communistes à partir du moment où il y a un pourcentage de collectivisme. Mais c'est plus une série de sociodémocrates, si tu veux. Sociodémocrate, nuancé, à la recherche du compromis, du débat, etc. Tu vois, enfin, c'est plus une série comme ça, très mielleuse. Mais il y a une recherche de débat, par contre, ce qu'on ne retrouve que trop rarement dans des discours de gauche, parce que voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont critiquées, qui pourtant aujourd'hui sont retrouvées à gauche et sont là ici tournées en dérision ou au contraire exposées clairement. C'est pour ça qu'on peut avoir cette sensibilité tout à fait différente tous les deux de la série, hein, et ça fait du bien parce qu'on peut en discuter du coup, et ça c'est pas mal. Je vais revenir, là on a traité du fond, etc. Je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus léger que la politique, l'économie et tout, mais vraiment sur le scénario. Moi, il y a un point qui m'a dérangé, mais vraiment, mais énormément. C'est pour ça que j'ai pas aimé les 2 derniers épisodes. Je les ai vraiment pas aimés du tout, parce qu'il y avait cet aspect-là, philosophique, économique, il y avait tout ça, et j'avais l'impression que c'était la course, tu vois, il y a la fin arrivée, on balance tout là. Là, il faut se lancer, hop. Alors que ça aurait pu être distillé de manière un peu plus subtile tout au long de la série. Bref, ça c'est mon avis. Mais sur l'aspect storytelling, j'ai trouvé ça extrêmement dommage d'être là. Ah, bah mince, c'est papa. Ah, bah mince, la Goule et Moldaver se connaissent. Ah, bah mince, c'est machin. Au bout d'un moment, ça faisait trop. Alors le fait que le père soit impliqué, je le sentais venir de loin. Je l'ai senti venir dès le 2 ou 3e épisode. Je me suis dit,
le père il est pas net, on va le retrouver à la fin et on va découvrir que s'il a été capturé, c'est parce qu'il est à l'origine de tout. Ouais, mais je trouve ça gros en fait. Je trouve ça c'était super gros. C'était gros. Ouais, ça c'était. Et ça, j'ai pas aimé, moi, ça me fait sortir du truc, tu vois. Ça m'a fait totalement sortir de l'histoire. J'étais là, non, mais en fait, tout le monde se connaît, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde est en bisbille depuis des lustres. Ouais. Oh, franchement, ça m'a saoulé. Alors que t'as eu quand même une apocalypse nucléaire, 200 ans qui sont passés et tout. Et bizarrement. Une deuxième apocalypse, hein, quand même, parce que le père, voilà, il en remet une couche quand les gens qui sont sortis de l'abri ont réussi, des autres abris ont réussi quand même à créer une société à peu près correcte. Lui, il en remet une louchée par là-dessus parce que sa femme a décidé de se barrer. Donc, bon. C'est vrai qu'il y a eu 2 apocalypses nucléaires et finalement il y en a 3 qui sont là. Tu fais. Ils sont toujours là, tu vois. C'est. Ok. Pire que les cafards. C'est le triangle amoureux, tu vois, presque. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé ça gros. Ça m'a fait sortir totalement de l'histoire. En fait, ouais, c'était pas possible. Et de voir Moldaver comme ça, de voir donc Lucie. J'étais là, non, ça peut pas se terminer comme ça. Ça peut pas se terminer sur un bon truc. Où au final Moldaver avait raison, qu'elle balance l'électricité pour tout le monde autour d'elle. Bon, ok, ça se finit mal parce que t'as la confrérie de l'acier qui débarque, mais tu le sens que de toute façon c'est pour préparer la saison 2. Mais si on retire ça, j'étais là, ouais, tout ça pour ça. Tout ça. Alors moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est avec Moldaver, c'est que Moldaver, la seule chose qui fait qu'elle peut être encore de ce monde 200 ans après, c'est que c'est une goule. C'est la seule raison qui fait qu'elle peut être en vie. Ouais. Parce que on comprend qu'elle est, qu'elle s'occupe de tout ce petit monde, de sa communauté depuis au moins une vingtaine d'années. Quand on voit le flashback et quand on la voit dans le présent, elle n'a pas pris 20 ans de rite dans la tronche. Donc c'est une goule. Ça veut dire que soit on retrouve Moldaver à la prochaine saison, parce que c'est que la confrérie arrive, donc autant faire la morte pour pouvoir éviter de se prendre une bastos en plein crâne, parce qu'elle n'a pas pris de bastos en plein crâne, elle l'a pris dans le ventre. Oui. Donc pour moi, Moldaver est une goule. Mais ce qui pose la question, c'est comment ça se fait qu'en 200 ans, comme toute goule qui se respecte, elle n'ait pas la tronche totalement défoncée. Voilà. C'est vrai qu'il y a une incohérence là-dessus. Aussi. Qui peut-être qu'on a la réponse dans la saison 2. J'espère qu'ils la feront revenir pour justement qu'on ait cette réponse, parce que là, s'ils la font pas revenir, bah en fait, comment elle a survécu? Elle est sortie d'un caisson, mais pourquoi elle a pas vieilli? L'estime pas que ça conserve. Voilà, il y a une inconnue autour de son personnage qui est quand même un peu particulière. Ouais, pareillement. Moi, je me suis dit, elle a été en stase, mais du coup, comment elle a pu se payer la stase pendant 200 ans? D'ailleurs, on le sait que Moldaver était millionnaire. Hein. Et c'est dit dans le passé que Moldaver, elle aussi, avait les millions. Donc peut-être qu'effectivement, elle s'est payée son petit caisson et elle fait des petites sorties de temps en temps. J'en sais rien. D'accord, tu vois, il y a le bon millionnaire et le mauvais millionnaire. Le bon millionnaire, il veut tout filer gratos aux gens. Et puis, t'as le mauvais millionnaire qui veut tout garder pour lui. C'est un peu ça la leçon. Il y a quand même un questionnement intéressant. Je m'écarte un peu du scénario, mais avant qu'on passe à autre chose, parce que je l'ai sous les yeux, il y a un questionnement de qui fait les règles qui est quand même posé à un moment donné et qui est très intéressant. Avec cette histoire du chien. Qui fait les règles? Qui a décidé que? Oui, mais non, c'est comme ça. Oui, mais qui a décidé que ça devait être comme ça? Je vois pas à quelle partie tu fais référence. C'est dans l'épisode 6 quand Cooper parle avec sa femme et que sa femme lui dit qu'il n'y aura pas le droit d'avoir un chien à l'abri. Oui. Et lui, il dit non, mais je veux préserver ma liberté. Je crains pour ma liberté. Oui, mais non. Et là, il y a une vraie réflexion sur la liberté. Mais ça marche pas. Ça marche pas puisque c'est une entreprise privée qui a des abris privés. Et donc, oui, la règle, c'est pas de chien. Bon, bah voilà, c'est tout. Mais c'est le pourquoi. C'est qui fait les règles. Et ça, il vient de l'interroger quand même. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Parce que finalement, elle n'a pas de justification à apporter et elle ne sait pas elle-même à quoi elle obéit. Il y a une critique de fait d'avancer, de suivre les règles aveuglément. Oui, il y a ça, d'accord, mais en soi, c'est une entreprise privée et il y a un règlement, règlement, tu vois, enfin, c'est comme ça. N'y va pas dans l'abri, si tu veux vraiment ton chien. Tu n'y vas pas. Bon, je suppose que c'est ce qu'il a fait, du coup.
Ouais, il y a cette question-là. Il y a la question aussi de... Ouais, du coup, la gamine, elle a dû suivre sa mère en stase, je suppose. Je pense aussi, puisqu'ils cherchent les deux. Ouais, voilà, ok. Parce que c'est vrai que je me posais un peu la question, quand même. C'était pas tout à fait clair, tout à fait limpide. Si tu veux, en fait, il y a tellement il y a tellement de temps entre l'introduction et le final, les deux derniers épisodes où vraiment on comprend ce que je recherche la goule, que du coup on perd un tout petit peu en substance dans sa quête, je trouve personnellement. Même si l'introduction je la garderai comme ça parce elle est vraiment sublime, elle est parfaite cette introduction, je le redis, à mon avis, à mon humble avis. Je pense pas qu'on aurait pu vraiment faire mieux. Non. C'est sur la conclusion avec la goule, moi, qui m'a posé souci, par contre. C'est que en gros, lui et Lucie ont passé la moitié de la série à se tirer des bastos. Et à la fin, oui. Bon, on est potes, on va travailler ensemble. Hop là. Non, on oublie tout. C'est ça se règle comme ça. C'était ma copine, viens me filer un coup de main. Ah bon, d'accord, je te pardonne. Enfin, c'est ça. Pourquoi ? Il n'y a aucune justification. Ça vient de nulle part, ça sort comme ça. Et ça, j'ai trouvé que par contre, la ficelle était quand même très très grosse à ce moment-là. C'est juste, on va au même endroit, allons-y ensemble. Ouais. Ok. D'accord. Et puis il a même une attitude presque paternelle vis-à-vis d'elle. De toute façon, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a tué son père, en gros, métaphoriquement, elle a tué son père bourgeois. Et lui remplace cette position. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et par contre, je pense que lui, de la façon dont il va évoluer, je suis quasiment sûr qu'il se sacrifiera dans la saison 2. Ouais, je le sens bien. C'est un personnage, c'est l'anti-héros qui est en train de devenir gentil. On commence à poser les bases, très maladroitement, du personnage qui revient à ce qu'il était autrefois. Et je suis quasi certain que c'est un personnage qui se sacrifiera pour sauver ou Lucie ou sa fille. Ouais, il aura peut-être un choix à faire. Oui, il sauvera les deux. Il se sacrifiera pour sauver les deux. Ouais. Ça me rassure pas pour la saison 2, tout ça. Je reste dans l'expectative de voir ce qui va se passer parce que ça va être à New Vegas. On voit clairement à la fin que c'est le décor de New Vegas. D'accord. Quand McLean arrive et qu'il regarde la cité au loin, c'est la cité de New Vegas. Donc comment est-ce qu'ils vont traiter New Vegas, par contre, c'est la grande question. Parce que clairement, New Vegas, c'est dans les jeux, est piloté par un mec qui ressemble plus à rien, qui est dans une espèce de caisson chelou dans le jeu en tout cas, et c'est le riche qui possède. Dans New Vegas, on a tous les éléments pour que les gauchistes puissent en faire une bonne critique du vilain riche qui abuse de son pouvoir, quoi. Donc je suppose que ça va être lui le grand patron là dans le cas présent de New Vegas, puisque c'est là-bas qu'il se rend. Donc on verra. D'ailleurs, je me demande quel est ce grand méchant. Je pense que c'est celui qu'on voit dans l'ombre à un moment donné quand Barb fait son discours. On voit qu'à un moment donné il y a une silhouette dans l'obscurité qui les regarde. Et je pense que c'est ce personnage-là qu'il va rencontrer. Je me rappelle plus, j'ai pas fait attention. C'est-à-dire que quand ils sont tous autour de la table à discuter du fait de pilonner l'Amérique, à un moment donné, elle regarde en l'air et il y a une vitre et on voit la silhouette d'un mec qui assiste à tout ça. On ne sait pas qui c'est. D'accord, c'est un personnage qu'on n'a pas encore vu. Et donc, je pense que c'est ce même personnage qu'est le Grand Manitou. Et d'ailleurs, la Goule a l'air très bien renseignée de dire qu'il y a encore quelqu'un qui pilote tout ce qui se passe dans les Terres désolées. Ouais. À voir. Par contre, tu remarqueras quelque chose. C'est qu'on n'a pas parlé de Maximus du tout. Non. Rien à foutre. Non, mais tu vois, c'est la preuve que tu le retires de l'histoire. Ça passe. Ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Il ne sert à rien. Et pourtant, je trouvais qu'il jouait excellemment bien. J'ai bien aimé son jeu d'acteur. Et le personnage en soi est intéressant, mais ça aurait pu faire l'objet d'un spin-off, tu vois. Un spin-off sur Maximus dans la confrérie de l'acier. Mais qu'est-ce qu'il change véritablement dans l'histoire ? Rien. Il arrive à l'endroit, comment ça s'appelle ? Philly ? Je sais plus. Philly. Il arrive à cet endroit-là, il se fight avec la Goule, etc. Au final, il perd. La Goule part, tout le monde part.
Bon, bah ça a servi à rien. Au final, le petit cursus ensemble entre Maximus et Lucy, bah, Lucy aurait pu faire la même chose toute seule. Ça sert pas à grand chose. Enfin, elle aurait même pas été dans l'abri 4, hein. Elle aurait été directement voir Moldaver, sûrement, je sais pas. Enfin, un peu bizarre, quoi. Comment il est traité, c'est vraiment étrange. Justement, il y a une chose, moi, qui m'a fait sourire, et maintenant qu'on en parle, je trouve que ça colle très bien avec le personnage que je vais évoquer. Une des premières fois où on voit Maximus, c'est quand il a rencontré la confrérie de l'acier. Il sort d'un frigo. Ça te rappelle pas un film? Indiana Jones? Indiana Jones. Quelle est la particularité des Indiana Jones? La particularité des Indiana Jones, c'est que c'est un personnage qui n'a aucun impact sur les événements quand tu reprends les 3 premiers, parce qu'il se retrouve dans le même état à l'arrivée, et que finalement les événements se seraient déroulés quasiment de la même façon sans lui. Tu regardes l'Arche d'Alliance. Ah, c'est vrai, les nazis, il a servi à rien. Ils crèvent tous. Ils crèvent tous. Le Saint Graal, sans lui, ils n'auraient pas trouvé le bon Graal, ils auraient tous crevé. Ouais. Tu regardes ce qui se passe dans le Temple Maudit, c'est pas, il a pas non plus un rôle très folichon. Hein. Oh, il a quand même sauvé les enfants. Il a sauvé les enfants. Mais, grosso modo, c'est un personnage qui a très peu d'impact sur les événements. C'est vrai. Et ça, c'est une particularité d'Indiana Jones qui est propre à ça. C'est qu'en fait, t'es embarqué dans l'aventure d'un mec qui se laisse embarquer dans un truc, mais en fait, qui le dépasse totalement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ça le rend humain. Parce que, il cherche à affronter les événements, mais comme tout humain, en fait, en faisant ce qu'il peut, il brasse un peu d'air, quoi. Et quelque part, Maximus, c'est un peu ça. Et finalement, c'est très significatif. On le retrouve dans un frigo, comme dans Indiana Jones. C'est vrai, je trouve la ressemblance, c'est quand même. J'ai presque vu une référence, en fait. Déjà, le frigo, pour se protéger d'une attaque. En plus, frigo des années 50, comme dans Indiana Jones, etc. Donc, il y a au moins un gros clin d'œil, si ce n'est davantage. Ouais, non, j'avoue. Mais après, que dire de plus du personnage? Pas grand-chose. Hein. Par contre, il y aurait des choses à dire sur son pote ou sa pote, je sais pas trop. Oui, moi non plus. Je savais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a? Je sais pas comment elle s'appelle. Pardon. Je vais essayer de le trouver là. Personnage totalement oubliable. Je me rappelle plus du tout son nom. Ah, c'est Xelia Mendes Jones. Voilà, dont l'actrice est déjà non-binaire et qui joue le rôle d'une. Oui. Et qui joue le rôle donc de ce soldat ou cette soldat à moustache prépubère. Ouais, t'es là, tu sais pas en fait. Tu sais pas ce que c'est. Voilà, tu as le doute. C'est une chose. Et ça montre bien qu'il y a un problème parce que justement, quand t'arrives pas à identifier quelqu'un, qu'est-ce que tu veux qu'il représente quoi que ce soit? Enfin, on se projette pas. À quoi il sert? Il sert à rien. À quoi ce personnage sert? Donc là, ils disent bien Dan a un membre, donc c'est considéré comme un homme. Hein. Bon. Je lis la fiche Wikipédia. Ah si c'est Wikipédia. C'est ça. Mais après, elle a rien d'autre. Il n'y a absolument aucune info sur cette actrice, acteur, je ne sais pas. Je regarde. Je regarde au cas où je trouve. Ah si, c'est bon là, ici, tac. Homme trans, donc une femme. Voilà. Basique. Et il n'y a rien de plus, voilà. Ce personnage ne fait rien de plus. Bon, c'est pour les quotas, sûrement. Hein, oui, on va estimer ça. C'est pour le score. Je regarde au cas où Ah, elle a fait autre chose. La roue du temps. Était de la grosse merde. Voilà. J'ai même pas fini la première saison, tellement cette série est une purge monumentale et une série où le gauchisme est à son paroxysme. Où ils ont vraiment déféqué sur le livre. Ils ont déféqué sur le livre, littéralement. Voilà. Donc, ils ont déféqué sur tout dans cette série. Oui. C'est la foire à la scatologie. C'est là, oui. Ouais, non, là, franchement, c'est une série, moi, qui m'a foutu en pétard. Mais en dehors de ça, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur la confrérie de l'acier.
Je pense qu'ils pouvaient pas ne pas en parler parce que c'est la confrérie de l'acier. Ouais. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'enclave, c'est quand même une entité qui est très importante dans Fallout 3. Il y a quelques allusions qui sont faites, dont l'allusion au projet Pureté, hein, qui fait partie de Fallout 3. Et tu peux rappeler ce que c'est le projet Pureté? Projet Pureté, donc c'est le fait de, si je me gourre pas, c'était le fait d'arriver à donner de l'eau saine en quantité. Eden, c'est de pouvoir recréer, en fait, un immense jardin, de pouvoir recréer en fait un écosystème végétal qui fonctionne bien. Et donc ces projets sont mentionnés que ce soit du côté de l'enclave ou de la confrérie. Et l'enclave, justement, c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, elle est juste survolée, alors que la confrérie est mise davantage en avant. Et finalement, on survole l'enclave, alors que quand même un personnage important, qui est le personnage du scientifique, en vient. Et ce personnage, je trouve, a quand même quelque chose à nous raconter. Comment est-ce qu'il a eu cette technologie ? Pourquoi il a ce rapport avec son chien ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui l'a poussé intérieurement à se dire... Alors moi, D'ailleurs, je te coupe, je n'ai absolument pas compris en quoi consistait la technologie autour des chiens. Je n'ai pas compris. C'est quoi le but ? C'est de faire de la télépathie avec les chiens ? J'ai pas compris non plus. D'accord. Très honnêtement. Okay, bon. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un endroit où ils font plein d'expériences, dont avec des clébards. L'enclave, effectivement, développe beaucoup de nouvelles technologies. Alors, il faut savoir que l'enclave a ses propres armures assistées, comme la confrérie. Donc, on peut supposer que c'est peut-être une brigade canine qui est en train d'être formée, hein, va savoir. Mais du coup, dans Fallout 3, tu affrontes à la fois l'enclave et tu as la confrérie. Donc, en fait, tu as des armures qui sont des deux côtés. Et finalement, là, l'enclave est totalement survolée, alors que c'est quand même une entité antagoniste très importante, qui est antagoniste à Voltec, mais qui est aussi antagoniste aux héros dans les jeux vidéo. Et là, en fait, c'est juste survolé. On ne sait pas ce que c'est. Le néophyte qui ne connaît pas Fallout, c'est quoi l'enclave ? Et la confrérie, par contre, on nous montre bien ce que c'est, alors que quelque part, elle sert à rien, et qu'on aurait pu avoir un Maximus qui soit plutôt de l'enclave pour courir. Ça aurait été tout à fait logique pour courir après la technologie. D'avoir un mec en armure qui vient de l'enclave aurait été presque plus logique, parce que finalement, qui court après de la part de l'enclave ? Qui court après la technologie ? Personne. On comprend à demi-mot que la confrérie de l'acier, c'est devenu la police de l'enclave, puisqu'on nous parle des 6 agences. Il y a un avis qui a été émis de la part des 6 agences, comme si elles travaillaient ensemble. Sauf qu'en fait, l'enclave et la confrérie, ils sont pas potes à la base. Donc, il y a un truc là-dessus où, ils se sont peut-être un tout petit peu emmêlés les pinceaux. Ouais. Après, j'ai bien aimé quand même le Chevalier Titus, pour revenir là-dessus. Ah oui. J'ai trouvé ça quand même très très drôle. De voir ces mecs super en super armure, tu vois, ultra badass, etc. Et qui courent comme un gros lâche, comme un gros fils de pute. J'ai trouvé ça vraiment hilarant. Oui, un truc que j'ai pas super bien compris, c'est les gobeurs là, où on voit la scène. Alors je sais plus si c'est. Oui, c'est dans l'abri 4. Où on voit la cassette. La vidéo. Voilà, la cassette vidéo. Où il y a une femme qui accouche de Gober, en vrai. Le Gober... C'est ce que j'ai compris. Eh bien, le Gober, en fait, c'est un humain génétiquement modifié. Ok. Donc, dans l'abri 4, ce qu'on comprend, c'est que tous les questions de stase de l'abri 4, c'est des humains génétiquement modifiés qu'il faudrait tuer, en fait, parce qu'ils sont dangereux, et ils les maintiennent en stase pour ne pas avoir à les tuer. Parce que ce sont des mutants. Ce sont des cobayes. D'accord. Et on apprend d'ailleurs, c'est pour ça que tu as pas mal de gens bizarres finalement dans la bricate, parce que ils étaient eux-mêmes cobayes en fait. Avec l'autre, l'oreille sur le crâne. Voilà, celui qui a le nez sur le front, etc. Et donc c'est plein de cobayes, mais qui eux, ils ont subi des expériences qui ne les rendent pas totalement débloqués. Et ceux qui sont en stase, ce sont des gens qui malheureusement, en fait, il faudrait être tués. Donc ils ont ce côté... coucou les bisounours, non, comme on peut pas les tuer, on les maintient en stase, quoi. D'accord, et comme donc on veut pas les tuer. Ces humains génétiquement modifiés, les gobeurs, il y en a certains qui ont été relâchés dans la nature. Et qui se sont échappés, voilà. Qui se sont échappés, ok. Mais je l'ai trouvé pas mal, le combat et tout, et même la photographie autour de cette espèce d'étang lac en ruine, où il y a le gober. J'ai trouvé la photographie splendide, vraiment très très belle, hyper drôle.
avoir voilà la petite bichette là. La petite biche, et Ah puis elle est oui. là, oh là là, c'est mignon, et puis tout d'un coup, blah, Je me suis dit, elle va se faire bouffer ou la bichette, la petite bichette là, elle a un truc quoi. ouais, je me suis dit, elle va se qu'il retourner, et puis il y a des dents énormes qui sortent, Voilà. ou un truc comme ça, tu vois. Ou Et elle se puis fait non, en bouffer. fait, C'était là où l'espèce de gober, j'ai adoré cette scène, j'ai trouvé ça super drôle, parce qu'il y a ce côté ingénu, de la meuf. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des complications dans son aventure, ce côté ingénu permet de rééquilibrer la chose et de donner un côté humoristique très bien Léger. amené. Tu vois, ouais, très léger, très bien amené. C'est pas de l'humour lourd. Tu vois, il n'y a pas d'humour lourd dans Fallout. Ça, Non. j'ai vraiment apprécié. Parce que dans d'autres trucs, l'humour, il est l'humour Marvel, quoi. Tu vois, l'humour Marvel, Ouais. c'est de la daube. C'est vraiment à chier. Ça fait rire les gosses de 6 ans, quoi. Tu vois, et encore. Et là, il y a même une touche d'humour noir par moment, quoi. Ouais, Et clairement. ça, c'est aujourd'hui, dans les séries, aujourd'hui, trouver de l'humour noir, faut se lever tôt maintenant. Ouais, c'est Alors ça. que là, quand même, ça a toujours été la marque de fabrique de Fallout déjà dans les jeux. Et là, c'est très présent. Et je reviens sur cette blague que fait le Cyclope. Ma blague, c'était de la bombe. En parlant, de parler aux gens de la surface. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est ils accueillent dans la bricate des gens qui viennent de la surface, qui ont subi donc une explosion nucléaire 20 ans plus tôt. Et donc, il dit qu'il n'arrête pas de faire une blague et qu'on n'arrête pas de le trouver lourd. Il l'a fait seulement une dizaine de fois. Il s'en souvient pas, mais c'était de la bombe. Voilà. Donc, Mais j'ai bien aimé d'ailleurs dans l'abri 4 quand il vire Lucie. oui. Alors elle s'attend avec l'épée, tu vois, elle s'attend à se faire décapiter ou au mieux se faire couper les mains, tu vois. Et au final, non, on vous libère et en plus de ça, on vous fournit des provisions pour 2 mois. Quoi? Ils sont totalement perchés et ça vient contraster avec la gravité de la série. C'est ça. C'est ce qui est bien aussi et de avec ce qui les se abris. passe dans l'abri. Et de ce qui se passe dans l'abri, quoi. Enfin, c'est super grave et les mecs, ils sont là. En fait, ils sont complètement dépassés par leurs propres conneries et par les consignes qu'ils ont reçues, tu vois, pour leur propre abri. En fait, ils sont complètement dépassés parce que même les chercheurs qui sont en bas, là, dans l'espèce de laboratoire super bloc, en fait, ils sont pas méchants. En soi. Ils sont pas méchants. Ils font juste leur travail. Ils sont là, mais non, mais nous... Enfin, moi, je trouvais ça super drôle. Ils sont totalement perchés. C'est ça. Totalement perchés. Et d'ailleurs, quand ils viennent les voir au début, qui commencent à leur dire « Ah, si vous cherchez des stylos, vous me dites, j'ai plein de stylos. » Et en quoi c'est important? Mais en fait, le fait que... En fait, qu'est-ce qui se passe si on prend le voyage du héros? D'accord On va faire un peu de théorie. Si on prend le voyage du héros, elle retourne pas dans son abri à elle. Non. Elle ne peut pas. Mais elle retourne dans son abri, entre guillemets, avec l'abri 4. Sauf qu'entre-temps, elle a changé. Elle a vu ce qui se passait à l'extérieur. Oui. Et donc, elle trouve les gens de l'abri 4, elle aussi, complètement dingue. Mais oui, mais meuf, c'était toi C'était avant. comme ça. Tu étais comme ça. Et tes acolytes de l'abri 33 étaient comme ça et sont toujours comme ça. Donc, en fait, on a ce retour à la maison qui est effectué, mais qui n'est pas dans l'abri 33, qui est dans l'abri 4. Voilà. Ce qui me permet de constater qu'il y a un problème. Et j'y ai pensé aussi au voyage du héros quand j'ai vu quand j'ai vu la série. Et là-dessus, je trouve que concernant le personnage de Lucie, le voyage du héros est quand même dans l'ensemble, mis à part la petite conclusion avec la goule, on fait copain. Dans l'ensemble, je trouve que ce voyage du héros est bien amené. Ouais, t'as le mentor. Le mentor, c'est le scientifique, donc. C'est le scientifique, tout à fait. Voilà, intervention du mentor qui pose les choses. Voilà, et elle a l'objet de quête avec elle. Directement, elle comprend que c'est plus que juste la personne, au final. Et puis il y a ce retour à la maison, il y a l'apprentissage. Et il y a le dénouement avec sa mère à la fin. Où à la fin, elle fait un acte. Elle a tué le père, mais elle a délivré sa mère quelque part. Oui, et donc, tout à fait. Elle pose un geste fort qu'elle reprochait à la goule en début de série et qui montre qu'elle a passé une étape. Elle n'est plus une habitante d'abri à la fin de la série. C'est ça. Elle est une habitante des terres désolées. Mais elle a toujours son fond et ses valeurs pour l'instant. Oui, pour l'instant, elle a toujours ce côté ingénu. Donc, voilà. Non, mais c'est pas juste le côté ingénu, c'est vraiment l'humain est bon, alors que la goule, c'est l'humain est mauvais. Oui. Tu vois.
Il y a vraiment cet antagonisme-là. Donc elle garde plus que le côté ingénu, ce côté-là de l'humain est bon. Sauf qu'elle a développé en fait sa réflexion autour de ce sujet-là et ses compétences au travers de son voyage dans les Terres Désolées. Voilà. Ouais, elle cherche toujours à faire confiance. Toujours. Et elle a appliqué ce qu'elle a appris dans les Terres Désolées au retour à la maison dans l'abri 4. Ah mais c'est tout, il avait raison, hein. J'adore les gens qui sont là en train de critiquer oui mais prenez les œuvres que vous regardez et essayez d'appliquer le voyage du héros, merde, putain ça marche. Ah mais le voyage du héros c'est la base quoi, c'est ça. C'est vrai que là-dessus... Bref on va diverger, une formule qui marche. Je nous connais, on va diverger là. On va partir. Donc voilà, donc moi personnellement si on doit faire une petite conclusion à cette vidéo sur Fallout, j'ai adoré le premier épisode à cause de cette introduction. J'avoue que dans l'abri c'était un peu longué, mais ça m'a pas poussé à déprécier ce premier épisode à cause de cette introduction qui était vraiment géniale. Jusqu'à l'épisode 6 inclus, c'est cool, c'est très cool. On se marre, on se demande ce qui va se passer, on découvre de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. On en apprend plus sur l'univers, sur comment les règles de l'univers, hein, tout simplement, dans lequel évoluent donc nos personnages. Excellentissime. Il commençait à y avoir des petits points un peu piquants par-ci par-là en tant que libertarien, mais ça pouvait passer, mais je sentais venir la douille. Et puis arrive l'épisode 7 et 8 que j'ai trouvé vraiment navrant. Navrant de débilité en termes économiques et philosophiques, même si bon, tu m'as permis de peut-être rééquilibrer, mettre un peu d'eau dans mon vin à ce niveau-là, parce que j'avoue que j'étais un peu énervé en sortie de série. Par contre, je n'en démords pas, je trouve que le traitement des personnages dans les 2 derniers épisodes, les sacrées coïncidences, papa est moldaveur et machin, etc. Tout le monde en fait se connaît, tout le monde a des intérêts en commun ou divergents. Ouais, c'est une tragédie grecque. Alors que ça fait 200 ans, c'est ça, c'est une tragédie grecque. J'ai trouvé ça trop facile, trop gros. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors peut-être que c'était dans cet aspect, voilà, il y a plein de séries qui vont pas plus loin que 2 ou 3 saisons. Et donc, il nous faut terminer très vite les arcs narratifs des différents personnages au cas où qu'il n'y ait pas de saison 2. Et ça, c'est tout à fait possible et je trouve ça dommage. C'est quelque chose de très moderne, de très actuel, où à cause des plateformes de distribution qui balancent des conneries à tout va, eh bien, le tri s'effectue au final trop rapidement, à mon goût. On laisse pas la chance et on fait pas des paris d'entrepreneurs sur les séries et ça ternit comme ça l'expérience du spectateur sur cette série-là, particulièrement. Après, j'ai pas regardé forcément les autres parce que je sais de base que c'est de la merde et qu'il n'y a pas de suite. Mais je trouve ça vraiment dommage. Alors qu'à l'époque, j'en parle parce que vite fait, on en a discuté, je sais plus où, sur le Club Repo ou ailleurs sur Telegram. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur le Patreon pour assister aux autres émissions complètes et accéder au Club Patreon, comme ça la petite pub est faite. Mais on en a parlé vite fait, je crois, sur Telegram, sur le fait que oui, à l'époque, on prenait des risques. Parce que les temps d'antenne, il n'y en a pas énormément, faut faire le tri. Le tri dans les livres, le tri dans les séries, le tri dans les films, etc. Aujourd'hui, on peut tout balancer. On peut balancer toutes les merdes possibles et après on coupe s'il y a pas assez d'audience et puis basta. Et advienne que pourra. Mais on se pose jamais la question de pourquoi de base ça ne marche pas. Bien, moi j'ai la réponse. Enfin, je pense avoir une réponse à donner à cela. C'est juste qu'il n'y a pas de pari d'entrepreneur, de risque pris, de défi à relever dans les séries. Fallout avait pris quand même à bras le corps le défi, c'était pas mal. Mais cette fin, c'est une fin de producteurs qui veulent pas prendre trop de risques. On ferme toutes les portes rapidement. Les scénaristes trouvent des ficelles à mettre. Et malheureusement, pour moi, les ficelles étaient bien trop grosses pour la fin de la saison. Voilà. Malgré cette fin, j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il y a quand même une critique de la tolérance, il y a une critique du relativisme implicite, on a une critique de l'ingérence que l'on peut parfois subir.
Et l'évolution des personnages, j'ai vraiment aimé, surtout le personnage de Cooper l'acteur joue très bien parce que quand il joue le père, quand il joue la goule, on voit le lien entre les deux personnages, mais il a une qualité dans son jeu d'acteur de basculer de l'un à l'autre qui est quand même assez formidable. Et même quand il est à table à un moment donné, qu'il mange le morceau de poulet, enfin, il a toujours cette ambivalence finalement, et pour autant on le reconnaît, et vraiment il a incarné son personnage, et c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que les acteurs ont incarné leur personnage. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait rare sur des séries comme celle-ci, où on a des personnages dont les acteurs seraient interchangeables. Et ben là, c'est pas le cas parce que là, les personnages, ils ont un visage qui est celui de leur acteur et on n'en mettrait pas un autre. Et ça, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé, en tant que fan de Fallout, de totalement retrouver l'univers, quoique en un poil plus coloré dans la série, mais ça, je pense que c'était aussi pour donner le côté Nuka World. Je pense que les fans comprendront de quoi je veux parler. C'est pour remontrer ce côté déchéance des années 50 et pas le monde sombre comme dans les jeux vidéo. Le monde, il n'est pas que sombre. Il y avait ce côté gore et ce côté décalé qu'il fallait représenter. Ça s'est fait à travers la couleur. Au niveau des décors, comme beaucoup, j'ai eu l'impression d'être dans une extension du jeu Fallout, en fait. Quand tu parlais de tout à l'heure de ce passage devant l'espèce d'étang avec le bâtiment en ruine et le gobber, quand j'ai vu ce décor, j'ai fait mais je connais cet endroit parce que ça m'évoquait certains endroits que j'avais visités dans les jeux. Donc, je me suis totalement retrouvé dans les jeux, en fait, quand j'ai vu la série. Et même si le scénario est parfois un peu mal alambiqué parce qu'ils essayent de faire trop de choses en même temps, un peu trop de choses en même temps, c'est ce qu'on pourrait reprocher à la série, c'est qu'ils ont ouvert plein de portes d'un coup. Et peut-être qu'il y avait un arc ou deux en trop, en fait, au moins un, ça c'est certain, et qu'on aurait peut-être pu un peu plus recentrer. Maintenant, il fallait satisfaire les fans aussi. Il y a beaucoup de fan service qui est fait de façon très subtile. Donc ça reste une jolie pépite par rapport au paysage actuel des séries, même s'il y a cette critique du capitalisme qui est faite de traviole. En attendant, je reste très agréablement surpris et vraiment très satisfait de ce que la série a apporté dans le paysage actuel des contenus de ce type. Après, attention, j'ai quand même apprécié, et je recommande aux gens d'aller voir Fallout. Il faut le regarder, ne serait-ce que pour que vous ayez votre propre avis sur la chose, et puis vous viendrez en commentaire le donner. Mais après, c'est une excellente série, ça c'est clair. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, c'est juste que je suis un peu exigeant sur certaines choses. Et voilà, et surtout sur les fins. Voilà, les fins, j'aimerais bien avoir des fins de série ou de saison qui soient bonnes. Voilà, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'ai enfin regardé la fin de Stargate. C'est lamentable. Bon, c'est quand même mieux dans Fallout, mais peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire pour cette fin. Et je ne sais plus, j'avais envie de rebondir sur un truc que tu as dit, mais je ne l'ai plus en tête. Donc ça veut dire qu'il faut mettre fin à cette vidéo, je pense. Alors, une petite parenthèse toutefois. Il y a, pour ceux qui ont Amazon Prime, il y a 2 contenus bonus qui sont proposés par Prime. Ah bon ? C'est 2 spots publicitaires. Oui, il y a 2 petits spots publicitaires Voltec, des spots publicitaires à destination des commerciaux de Voltec qui sont présentés en contenu bonus. Et ils sont vraiment très sympas parce que là, pour le coup, il y a une discrète critique de l'État, elle est très légère. Il y a une critique aussi de l'argent et de la religion, très légèrement, c'est vraiment en filigrane. Mais les spots sont intéressants parce qu'ils viennent mieux comprendre et prolonger la réflexion du cerveau, entre guillemets, tu vois, de ce que je veux dire, de Voltec. Donc, les spots sont à voir, ils sont dans les bonus Amazon et ils méritent le détour. Allez, puisque tu parles de cerveau, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai adoré. Là, avec sa seringue, non mais arrêtez de bouger.
Totalement con. C'était génialissime. J'étais C'était vraiment génial. explosé de rire. J'étais là, on s'attendait pas du tout à ça, à avoir un cerveau sur un truc roulant, là, comme ça, un espèce de cerveau robot. Franchement, c'était hilarant. C'était très très drôle. Ah oui, et sur le fait qu'il y avait des arcs peut-être en trop, bah oui, l'arc Maximus. Moi, je suis désolé. Vous enleviez l'arc Maximus, vous mettiez la confrérie d'acier avec leur super armure en filigrane. On le voyait en fond, limite, on voit Lucie qui part de Phyllis et on voit la goule en fond se faire éclater par une super armure, par un mec en super armure, par un chevalier, et puis basta. Et c'était réglé. On l'avait en filigrane et ça permettait justement à la fin de les faire arriver façon Vietnam, là, Tout à façon fait. Apocalypse Now, avec leurs hélicos, leurs machins et tout ça, débarquer. Et puis hop, c'est l'ouverture pour la saison 2. Les chevaliers sont arrivés, ils ont récupéré la fusion froide. Voilà. Et je pense ça que coûtait un épisode de moins. voilà, un épisode de moins, des budgets quand même un peu moindres à dépenser, et une très bonne ouverture pour la saison 2 où on aurait à découvrir justement cette fois-ci la confrérie d'acier dans la saison 2. Je pense que ça aurait été beaucoup plus digeste et ça aurait évité bah voilà, cet arc Maximus qui, encore une fois, pour moi, est optionnel dans cette histoire. Voilà. Bref. Bon, bah écoutez, on va vous laisser là. Bah, je pense que vous avez le fin mot de l'histoire. Allez voir Fallout si vous ne l'avez pas vu. Ça reste une excellente série, comme dit René, qui change du paysage actuel. Ça, c'est certain. Vous allez vous marrer, malgré les quelques critiques que nous avons dans le fond, etc. Et même en matière de storytelling, ça reste quand même une très très bonne série qui fait énormément plaisir à revoir. Vous n'êtes pas obligé de connaître les jeux vidéo. J'ai regardé la série avec ma femme, elle a adoré elle aussi. Elle a émis les mêmes critiques que moi d'ailleurs sur la fin de saison, tu vois. Mais voilà, elle ne connaît absolument pas le jeu vidéo et elle n'a pas été perdue. Donc, si vous êtes fan ou si vous êtes absolument pas geek, il n'y a pas de souci. Allez voir Fallout, faites-vous votre avis et puis venez en discuter en commentaire. Merci à toi René pour cette critique et analyse et puis je te retrouve bientôt, j'espère, sur un autre sujet. Sans problème. De toute façon, t'es chez toi ici. Je te remercie, avec plaisir. Au revoir tout le monde. Ciao.